Ici, avec le logiciel Atelier scientifique, on pourra étudier le mouvement de deux points du mobile autoporteur qui glissent sans frottement sur la table horizontale. Donc la vidéo est réalisée à la verticale de ce plan horizontal et malgré le problème de parallaxe que l'on peut voir sur cette première image, eh bien, on arrivera relativement à acquérir les points du mobile autoporteur qui nous intéressent. On pourra acquérir en particulier le point qui se trouve sur l'axe vertical du mobile autoporteur, représenté par cette diode électroluminescente, et puis par exemple un point qui se identifiable, un point B qui se trouve à la périphérie du mobile autoporteur. Ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là, ou un autre point que l'on pourra suivre au cours du mouvement. Avant toute utilisation du logiciel, naturellement, il faut réaliser quelques paramétrages, en particulier désigner un repère d'espace OX ou Y qui pourra être placé n'importe où dans l'espace graphique qui se présente, mais ça peut être commode aussi de le représenter à la première position d'un des points que l'on va choisir. Par exemple, ici le point A, on l'appellera ce point le point A, eh bien il correspondra au point O, qui est l'origine du repère OX ou Y qui se dessine sur cette interface graphique. On étalonnera naturellement les distances. À l'horizontale, ici, on a 5 cm représentés par la petite réglette ici, donc on aura 0,05 mètres que l'on va valider. Et puis vers le haut, eh bien là aussi, en faisant abstraction de la petite erreur de parallaxe, on aura 15 cm, c'est-à-dire 0,15 mètres. Voilà, il suffira ensuite de procéder au pointage des points qui nous intéressent. Alors ici, on a un intervalle de temps entre deux positions qui est extrêmement bref, puisqu'on a 10 millisecondes. On pourra là aussi, par exemple, choisir 40 millisecondes et du coup pointer les points A et B, le point A étant celui-ci, le point B étant celui-là, uniquement tous les 40 millisecondes, c'est-à-dire une image sur 4. Alors on commence, un autre paramétrage évidemment sera de choisir le nombre de points. On a dit qu'on allait prendre les deux points. On va faire par rapport à l'origine, ça veut dire qu'on va considérer que en fait le système d'axe qui est représenté ici, OX ou Y, est dans le référentiel terrestre qui est lié à la table. Et on aura les coordonnées cartésiennes de chacun des points. Ça veut dire que on va enregistrer les coordonnées finalement du vecteur OA et OB et leurs coordonnées X et Y. Donc on aura dans le tableau de mesure à la suite X1 et Y1 pour le point A qui se trouve ici et X2 et Y2 pour le point B qui se trouve à la périphérie. On commence ici le traitement en cliquant sur la petite icône verte. Donc ici, je pointe la première position 1 du point A et ensuite du point B ici et on continue de la suite jusqu'à l'endroit qui nous intéresse ou en tout cas à un moment on aura suffisamment de points pour pouvoir conclure sur la trajectoire de ces différents points enregistrés ici dans le référentiel terrestre comme le paramétrage a été fait. Donc avec un petit peu de patience, on va obtenir les différentes positions du point A et du point B. Alors très vite, on voit que pour le point A, on obtient une succession de points tracés tous les 40 millisecondes et on obtient de ce fait la trajectoire du point A et pour le point B, eh bien, on obtient aussi la trajectoire du point B dans le référentiel terrestre. Alors, très vite aussi, on verra que pour le point A, on aura une trajectoire qui devient une ligne droite.
on voit que les positions sont équidistantes pour des intervalles de temps qui sont égaux. On pourra dire que la vitesse est constante, ce qui n'est pas le cas pour le point B, dont on dira que la trajectoire est cycloïdale et la vitesse varie au cours du temps. Donc on aura un mouvement varié. Voilà, on pourra arrêter à ce niveau le pointage et s'interroger par la suite sur la question de savoir pourquoi le mouvement du point A est-il rectiligne et uniforme, le mouvement du point A étant le mouvement d'un point qui se trouve sur l'axe de symétrie du mobile autoporteur. Alors, si on veut être complet sur l'étude que l'on vient de faire, on peut obtenir les graphes des coordonnées du point A par exemple, puisque c'est surtout ce point qui va nous intéresser. Donc on va regarder x1, y1. On a ici la représentation graphique des coordonnées x1 et y1 au cours du temps. On voit que l'axe horizontal est gradué en temps. On voit que la fonction x1 devient une fonction du temps, y1 devient une fonction du temps, et que ces deux fonctions sont représentées par des droites. Une petite étude des dimensions, nous dirons que le coefficient directeur de chacune de ces droites, eh bien, correspond à la vitesse selon x et selon y du point A. Alors, pour faire apparaître cette vitesse, il suffit tout simplement de modéliser les deux fonctions x1 et y1 par un modèle de droite. Un modèle de droite d'ailleurs complètement linéaire, donc on va supprimer le coefficient b ici et modéliser ici x1 de t. On voit que l'on obtient bien une droite dont la vitesse sera donnée par ce coefficient a ici avec deux chiffres significatifs. On dira 2,4 fois 10 exposant moins 1 mètre par seconde. On fait la même chose pour y1 et on va obtenir une modélisation là aussi linéaire. Voilà. Évidemment, le coefficient a est légèrement différent. On aura 3,0 fois 10 puissance moins 1 mètre par seconde. Si on veut avoir la valeur de la vitesse du point A tel que représenté sur l'espace graphique de tout à l'heure, eh bien, il faudra prendre la valeur de la vitesse comme étant la racine carrée de Vx au carré, donc coefficient A selon x ici, et Vy au carré, coefficient directeur selon y pris ici. On se propose d'étudier les actions mécaniques qui agissent sur le mobile autoporteur qui glisse sur le plan horizontal au cours de son mouvement. Alors pour faire le bilan de ces actions, on peut utiliser un diagramme interaction-objet, par exemple en plaçant le mobile autoporteur au centre d'un ovale et de mettre en relation les autres objets qui sont en interaction avec lui. Alors par exemple, il y a la Terre, puisqu'il est au voisinage de la Terre, il y a la table, et on peut considérer aussi qu'il y a l'air qui est dans son environnement. Donc on peut entourer ces différents objets et montrer qu'ils sont en interaction avec le mobile par des petites flèches. De même pour la table. Mais du point de vue du mobile, qui est l'objet qui est étudié, qu'on va appeler le système étudié, eh bien on se rend compte que la Terre agit effectivement sur le mobile, la table agit effectivement sur le mobile, et l'air agit effectivement sur le mobile.
On peut se rendre compte que l'action de l'air sur le mobile au cours de son mouvement est faible, donc on va la négliger par rapport aux autres actions. Et on va considérer l'action de la Terre sur le mobile et de la table sur le mobile. Alors, bien entendu, pour décrire ces actions, on va considérer le référentiel dans lequel est étudié le mouvement et le référentiel d'étude sera le référentiel terrestre puisque on a observé le mouvement du point A dans ce référentiel terrestre. On va considérer l'action exercée par la Terre sur le mobile. Alors on peut la décrire de manière tout à fait qualitative en disant qu'elle s'exerce vers le bas, qu'elle s'exerce aussi verticalement et qu'elle s'exerce aussi avec une certaine vigueur. Et cette vigueur qui dépend de la masse du mobile et du lieu où l'on se trouve. Alors, les physiciens utilisent un modèle mathématique pour représenter une action mécanique, puisque sa description correspond facilement à un objet qu'on appelle le vecteur. Et ici, on pourra dire que l'action est modélisée par un vecteur qu'on va appeler vecteur force. Et ici, c'est le vecteur poids, donc tout simplement le poids. Notez P avec une flèche. Si on veut décrire ce vecteur P, il est décrit comme un vecteur en mathématiques, ça veut dire avec une origine qui pour nous sera le point où est appliquée la force, précisément l'action. Alors en réalité, cette action s'exerce en tout point du mobile, mais on va privilégier un point qui est le centre de gravité du mobile, qu'on appellera encore centre d'inertie. Donc le point où est appliquée la force est ici le centre de gravité G. Alors sur la figure, si on revient un petit peu en arrière, on peut matérialiser le point G comme étant au milieu du mobile, puisque ce mobile est constitué de matière homogène. Alors voilà pour l'origine du vecteur. Sa direction, eh bien comme l'action, c'est la verticale. Alors on précisera la verticale du lieu, puisque les verticales se croisent au centre de la Terre. Le sens, c'est vers le bas. On dit encore vers le centre de la Terre. Et sa norme, ou encore sa valeur, donc valeur positive, eh bien, est P. Alors si on était en mathématiques, on mettrait les deux barres avec une flèche. Nous, en physique, on met juste P sans flèche, égale M, la masse de l'objet, multiplié par G, G étant l'intensité du champ de pesanteur. Donc, du point de vue des unités, on a P en newton,
on a M en kilogrammes et on a, eh bien, tout simplement G en newton par kilogramme. On verra plus loin que cette valeur de G peut s'exprimer en mètres secondes à la puissance moins 2. Donc voilà pour cette première action exercée par la Terre sur le mobile. Si on s'intéresse à l'action exercée par la table sur le mobile, eh bien, elle est aussi exercée verticalement donc, elle est verticale, elle est vers le haut, puisqu'elle empêche le solide, la table empêche le solide de s'enfoncer, et puis avec une vigueur qui va être égale à l'action de la Terre sur le mobile, puisque le mobile ne s'enfonce pas dans la table. Cette action sera modélisée par un vecteur force, ici noté R, et appelé donc réaction du support. Cette action donc peut être aussi décrite de manière vectorielle avec une origine, donc on va dire directement un point d'application. Alors là aussi, l'action est répartie sur toute la surface du mobile, mais on va choisir un point particulier qui sera le milieu de la surface. De contact. Donc on va préciser la direction verticale, le sens, donc vers le haut, et la valeur ou norme, on va la noter R, égale tout simplement P, puisqu'on a dit que la table retenait le mobile autant que la Terre agissait sur le mobile. Alors ces deux forces qui sont décrites vectoriellement peuvent être représentées comme en mathématiques par chacune une flèche. Et la longueur de la flèche va dépendre naturellement de la valeur de la force. Généralement, on se donne une échelle. Donc, la longueur de la flèche est proportionnelle à la valeur de la force. On peut écrire, par exemple, eh bien, longueur de P égale 3 cm, et on aura donc longueur de R
égale aussi, eh bien, 3 cm. Alors, sachant que, par exemple, 1 cm peut représenter un certain nombre de newtons. Et ici, si on connaît la masse du mobile et que l'on connaît la valeur de G, en précisant que G à Paris, c'est 9,81 newtons par kilogramme, eh bien, on pourra, de cette manière-là, en se donnant un certain nombre de newtons pour 1 cm, trouver eh bien, un exemple, longueur de P égale 3 cm, longueur de R égale 3 cm. Naturellement, ces forces, on peut effectivement les représenter. Donc on va ici dessiner avec sa règle, eh bien, une flèche de longueur 3 cm pour ce qui concerne le vecteur P. Voilà, ici on aura donc 1, 2, 3 cm pour P, représenté par cette flèche vers le bas. Le point de contact dont on parlait tout à l'heure pour R sera par exemple ce point ici, et on aura ici 3 cm vers le haut pour représenter le vecteur P. Éventuellement on peut mettre une autre couleur ou renforcer eh bien, tout simplement la représentation. Voilà. Et on aura ici R. Les deux vecteurs P et R sont donc les représentants des actions mécaniques exercées sur le mobile. Il y a un constat que l'on peut faire à partir de cette étude et de cette représentation, c'est que les deux vecteurs P et R sont directement opposés. Il y a donc une relation vectorielle que l'on peut écrire entre les deux vecteurs R et P, donc relation entre R et P, à savoir ici que R égale moins P, c'est bien une relation vectorielle, on fait bien attention à ce qu'on écrit, et on peut donc dire encore que si R égale moins P, eh bien on a aussi P plus vecteur R qui est égal au vecteur nul. On a l'impression de ce fait, avec cette relation, que sur le mobile autoporteur ne s'exercent que des forces ou des actions mécaniques, mais modélisées par des forces, qui s'annulent entre elles. Quelle est la particularité du mouvement du point A du mobile autoporteur dans cette situation? Eh bien, dans cette situation, le point A du mobile autoporteur, situé à la verticale du point G, qui est le centre de gravité, eh bien, ce point A a un mouvement rectiligne et uniforme. L'étude précédente nous l'a démontré. Donc, on peut conclure que le mobile autoporteur dont les actions mécaniques se compensent à un mouvement, à un point particulier, le point G,
qui a un mouvement rectiligne et uniforme. Eh bien, ce résultat traduit le principe de l'inertie. Alors, le principe de l'inertie, il s'énonce de la manière suivante. Si un système est au repos, repos, ça veut dire qu'il est immobile, c'est un cas particulier, évidemment, du fait qu'un mobile soit mobile, est au repos. Ou si son centre de l'inertie est en mouvement rectiligne et uniforme, alors il est soumis à des actions mécaniques qui se compensent. Ces actions étant représentées par des forces, on écrit, on a donc, pour ce système, somme des forces qui agissent sur lui égale vecteur nul. Alors, le principe de l'inertie peut être énoncé autrement en disant si un système est soumis à des actions qui se compensent pour lesquelles somme des forces égale le vecteur nul, alors le centre d'inertie du système est en mouvement rectiligne et uniforme ou au repos. Et j'ai oublié de dire que ceci, par rapport à un référentiel qui est toujours précisé. Un tel système pour lequel le principe de l'inertie est vérifié, un tel système pour lequel le principe de l'inertie est vérifié est dit un système isolé. Est dit isolé. Ou parfois on dit encore pseudo-isolé, puisque le mot isolé conviendrait à un système qui ne serait effectivement soumis à aucune force, donc à aucune action mécanique. Vous voyez que, plus loin, il nous arrivera facilement de parler de force pour désigner les actions mécaniques. Alors, cette première loi, appelée principe de l'inertie, est encore appelée première loi de Newton.
Alors on a besoin de la connaissance de cette première loi de Newton pour étudier la quantité de mouvement d'un système et en particulier la loi attachée à la quantité de mouvement du système, c'est-à-dire sa conservation. C'est ce qu'on fera lors de l'étude du lancer des canons, du tir des canons, de la bataille de Trafalgar.